Bonjour à tous, merci d'être là déjà. Alors moi je m'appelle Michael Bechler, je suis franco-canadien. J'ai une formation d'artiste plasticien et j'ai démarré ma carrière indépendante en 99 en tant qu'artiste numérique. Le problème c'est que j'ai rapidement basculé dans le business. C'est pour ça que je disais artiste raté, parce que j'ai trouvé plus de capacité à aider les autres à travers le business qu'à travers mon art. Mais ça ne m'a pas empêché de toujours regarder autour de moi et d'adapter ma formation à ce que j'appelle aujourd'hui le design narratif. Design, je reprends le terme originel, c'est-à-dire simplification des usages et pas juste beau. J'ai imaginé, conçu et dirigé plusieurs projets me permettant de mélanger en fait mon appétit pour le design, l'art et la technologie. J'ai dirigé pas mal d'agences en France et ici au Québec, des studios de création et des agences de développement d'applications web. Je me suis rendu compte que j'ai toujours cherché à raconter l'histoire des marques et pas juste à faire des applications mobiles, à faire des choses dans le domaine technologique. Mais à chaque étape, à chaque nouvelle révolution que j'ai vécue en 99, le web, les réseaux sociaux, les podcasts, etc. À chaque révolution, je me suis intéressé à ça. Et c'est la première fois en 25 ans que mes convictions d'artiste ont été ébranlées avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un tour de ce qui peut nous paraître inquiétant si on est artiste avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je vais vous laisser imaginer Léonard de Vinci qui joue avec Midjourney et qui demande réalise-moi un portrait de femme au sourire mystérieux. Il serait peut-être épaté par la technique, il considérerait que Midjourney est un très bon apprenti, un très bon élève, compétent, mais sans âme. La machine, elle a enregistré toute l'histoire de l'art. Elle connaît Rubens, Basquiat, Hokusai, Sherman. Elle n'a jamais vécu, jamais souffert, jamais espéré. Et pourtant, elle produit des images, des mélodies, des poèmes et des textes. Nous lui confions nos rêves et nos doutes, alors que la machine, elle, n'a aucun doute. Mais tous les artistes vous le diront, qu'est-ce que la création sans les doutes, sans les hésitations, sans les incertitudes, sans les conflits internes? Est-ce qu'on peut créer sans avoir vécu, aimé, ressenti, souffert, détesté, pleuré ou rêvé? Un réseau de neurones, puisque c'est ça l'intelligence artificielle, un réseau de neurones n'a pas de question initiale. Elle ne démarre pas par poser une question. Il est juste là pour optimiser des réponses qui sont plausibles pour des humains qui doutent. Il va chercher à minimiser les pertes, il va ajuster, il va stabiliser sans aucun doute, sans aucune hésitation. L'IA, elle calcule, elle génère une version plausible et conventionnelle. Et en plus, elle déteste dire « je ne sais pas ». Bref, tout ce que ne fait pas l'artiste. C'est tout le contraire d'un artiste, en fait, une intelligence artificielle. Et j'aime bien cette phrase, confier à l'IA nos doutes, c'est prendre le risque de finir par croire à ses certitudes, à anesthésier nos quêtes personnelles, nos explorations intérieures. L'irrationnel, l'absurdité de la vie, bref, tout ce qui déclenche en nous la volonté d'exprimer à travers l'art ce qui nous émerveille et nous écorche. Au-delà de ça, l'IA, c'est une formidable machine à piller le cerveau humain.
Pour s'entraîner, les créateurs des plus célèbres LLM, Large Language Model, se sont octroyés le droit de scraper ou de piller des millions d'images sans le consentement de leurs auteurs. Vous vous rappelez certainement de la déferlante Ghibli Studio qui a généré en mars 2025 à la sortie de ChatGPT 4o 120 millions de vues en moins de 48 heures. Et le comble dans tout ça, c'est ce pauvre Hayao Miyazaki qui disait « Je ne veux pas d'une machine qui crée à la place de l'humain. L'art, c'est ce qui nous relie à la douleur. » La ghiblification, c'est la transformation d'un univers poétique en produit dérivé automatique. L'IA ne copie pas une image, elle duplique une émotion sans en connaître les fondements, la source. Elle remplace la lenteur du trait par la vitesse du calcul. Au-delà du pillage, il y a le contrôle. Les fondateurs et les architectes des LLM décident ce qu'il faut censurer. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé face à ChatGPT, vous posez une question, vous dites « fais-moi ça », et il dit « désolé, je ne peux pas le faire ». Ce que vous ne vous interdirez jamais face à une œuvre. Par exemple, les LLM vont montrer des biais d'identité sociale. Ils vont favoriser des groupes internes, des stéréotypes, et les modèles héritent même des préjugés qui sont présents dans les données qui leur ont servi à entraîner. Alors, nous, en tant qu'artistes, on peut se poser la question, est-ce qu'on accepte finalement de se contenter de ce qu'une intelligence artificielle va proposer, ou est-ce qu'on va remettre en question tout ça? Et quand on sait que les propriétaires des intelligences artificielles orientent, contrôlent indirectement les récits et décident même de valoriser ce que eux considèrent comme beau ou comme vrai, comment est-ce que nous, avec notre âme d'artiste, on se sent face à ça? Alors, un autre problème qui apparaît, vous l'avez peut-être vécu, c'est que la première fois qu'on génère une image avec l'intelligence artificielle, on se dit « waouh, c'est impressionnant ». C'est impressionnant pourquoi? Parce qu'elle est capable de générer ça en quelques secondes, alors que nous, artistes, on sait le temps que ça prend de faire ce genre d'image. Mais peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi qu'au bout de quelques essais, on s'en lasse. À force de voir des images générées sur les réseaux sociaux, sur les sites, un peu partout, on les reconnaît et finalement on leur accorde beaucoup moins de valeur que ce que peut produire un humain. On arrive donc dans ce qu'on appelle le AI slope, ou cette espèce d'apathie visuelle, où on commence à trouver ça plate, voire même jetable. On s'en lasse finalement de ces images générées par intelligence artificielle. Et des études montrent que, effectivement, en comparant, une image produite par un humain aura plus de valeur, on considérera qu'elle a plus de valeur qu'une image générée par intelligence artificielle. On prend de nouveau plaisir à observer ce genre de choses. Vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux régulièrement ce genre de vidéos où on voit un artiste exécuter devant nous son art. Il y a des erreurs, il y a des fausses notes, mais d'un seul coup, ça a beaucoup plus de valeur. C'est des vidéos qui font des millions de vues. Alors qu'une vidéo générée par IA, elle peut faire des millions de vues, mais la première fois, au bout de 2, 3, 4 fois, on s'en lasse et on passe. Vous allez me dire que je suis bien hypocrite de vous parler
de tous les méfaits de l'intelligence artificielle, alors que jusqu'ici, toutes les images que je vous ai montrées, c'est des images générées par l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que je suis un hypocrite ou est-ce que c'est juste de l'ironie? Est-ce qu'il faut résister, se laisser submerger ou faire des compromis? Alors, gardons en tête les deux faces de cette même médaille. L'intelligence artificielle, c'est à la fois des risques et des opportunités. Et comme on dit souvent, pour mieux se défendre, il faut connaître son ennemi. Donc, une fois qu'on connaît les risques, une fois qu'on a bien compris comment fonctionne une intelligence artificielle, et c'est l'objet de ces 2 jours, notamment avec Samuel, on va élaborer un certain nombre d'essais. Une fois qu'on connaît tous ces éléments, on se rend compte qu'en fait, notre pire ennemi, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est la paresse de l'esprit qui l'utilise. Le danger, ce n'est pas que l'IA écrive pour nous, c'est qu'elle nous donne le sentiment de nous soulager du vertige que procure l'écriture. Et ça, en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui doit nous toucher. Si on commence à se dire que c'est bien plus confortable d'écrire avec l'IA, à quoi est-ce que nous, artistes, on sert encore? Alors que l'intelligence artificielle va produire des textes convenus, nous, humains, on a du plaisir à produire de l'art. Le danger, donc, c'est bien ça, et je le répète, c'est pas que l'IA écrive pour nous, mais qu'elle nous donne le sentiment de nous soulager du vertige de l'écriture. Un autre danger, c'est celui d'anesthésier quelque part l'étincelle qui déclenche les vocations. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'apprendre à un enfant à se poser des questions et à imaginer un univers, quand on dit à un enfant « dessine-moi un mouton à 5 pattes », qu'est-ce qu'on attend? Qu'il nous fasse un beau dessin ou qu'on voit s'exprimer ce qu'il a dans sa tête? Est-ce que c'est pas à ce moment-là que la vocation se déclenche? Et les vocations, c'est pour tout. C'est pour le dessin, c'est pour la musique, c'est pour l'écriture, c'est pour le cinéma, c'est pour les mathématiques. Toutes ces vocations, si on enlève à l'être humain la capacité de tester, de faire des erreurs, de considérer l'échec comme un moment de parcours et d'expérience, on enlève la capacité aux enfants, aux futures générations, de créer des vocations. Le danger, c'est plus pour nous. Nous, on a touché, on a testé, on a fait des erreurs, on est pétri d'échecs. Mais nos enfants, est-ce qu'on veut qu'ils soient capables de faire immédiatement un beau dessin, ou est-ce qu'on veut les voir faire le parcours pour se rendre compte qu'ils prennent du plaisir à faire un dessin, quel que soit son degré de beauté? Alors, un élément aussi que j'entends souvent, que j'ai souvent entendu, c'est de considérer que l'intelligence artificielle n'est qu'un simple outil. Chaque révolution des temps modernes a bouleversé l'art, sans le faire jamais disparaître. On se rappelle quand est arrivée l'imprimerie, on craignait que la copie allait dévaloriser l'œuvre originale. Quand la photo est arrivée, on s'est dit qu'elle allait tuer la peinture. Avec l'arrivée du cinéma, la musique électronique ou les logiciels de création numérique, c'était pareil. À chaque fois, on s'est dit cette révolution va casser ou tuer l'art. Ça s'est jamais produit. Mais l'IA repose la même question existentielle aux artistes. Est-ce que je choisis ce que je veux explorer
ou est-ce que je vais me contenter de ce que la machine va me proposer? Et c'est finalement là toute la quête de l'artiste, et où l'artiste va de nouveau pouvoir exprimer un certain nombre de choses avec l'intelligence artificielle, en l'utilisant non pas comme son maître, mais comme son esclave. Et je le dis, c'est peut-être fort, et tous ceux qui ont vu Terminator se disent « je vais être gentil avec l'intelligence artificielle au cas où un jour elle se rebiffe », mais je vous le dis, l'intelligence artificielle, elle est là pour vous servir, elle n'est pas là pour vous dominer. Le risque, quand on est un artiste, c'est de devenir le carburant de l'intelligence artificielle. Puisqu'au final, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi la valeur aujourd'hui? C'est la donnée, c'est votre production, c'est ce que vous faites. À l'époque de Léonard de Vinci, on n'aurait pas pu faire une intelligence artificielle, pas parce qu'il y a des problèmes de technologie, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'images, il n'y avait pas assez de production, on n'avait pas la capacité d'entraîner. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où la convergence technologique et la data, elle est suffisamment importante pour pouvoir le faire. On a pu entraîner des machines sur des milliards d'images qui ont été produites ces dernières dizaines d'années. Et d'ailleurs, on commence à voir la limite. Certains disent que l'IA n'a plus de quoi se nourrir et qu'elle commence à s'auto-digérer, puisque des millions de nouveaux contenus générés par IA rentrent dans ces machines. Donc vous imaginez que quand on fait une photocopie, les 10 premières, elles sont bonnes, les 1000 premières, elles vont être pas trop mal, les 10 000 suivantes, elles vont commencer à être fatiguées, mais au bout de 100 000 copies, est-ce que quand on compare les deux, est-ce que c'est les deux mêmes? Non. Parce que ça se désagrège au fur et à mesure. Comment est-ce qu'on garde le pouvoir sur la machine? Pour garder le pouvoir, et ça va être l'objet de ces 2 jours, c'est d'abord, ne vous contentez pas de ce que propose l'intelligence artificielle de manière générale. Créez vos propres bases de connaissances. Vous êtes une base de connaissances. Vous avez produit des choses, vous avez écrit des choses, vous avez dit des choses. Toutes ces informations, elles vous appartiennent. Si vous commencez à les livrer à l'intelligence artificielle, elles ne vous appartiennent plus. Elles sont diluées dans l'espace de ce cerveau électronique. Protégez vos données, vos travaux, vos recherches, vos réflexions. On verra au courant de ces 2 jours comment est-ce qu'on peut le faire. Poussez l'IA dans ses retranchements. Sauvegardez vos échanges. Poussez l'IA dans ses retranchements, c'est pas se contenter de ce qu'elle va nous produire, c'est la titiller comme on le ferait avec un collègue ou avec un autre artiste. Quand on échange, on échange des points de vue. Faites de même avec l'IA. Poussez-la à l'échec. Poussez-la à vous proposer des nouvelles choses que naturellement elle ne va pas être capable de faire. Et vous, artistes, ne vous contentez pas de ces réponses. Enregistrez votre démarche, une démarche artistique, vous savez ce que c'est? C'est une multitude d'échecs, c'est une multitude de tests, c'est de l'observation. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, on peut faire la même chose. La démarche qui nous amène à un résultat est plus importante que le résultat lui-même. L'image produite a moins d'intérêt que la séquence d'échanges que j'ai eue avec l'intelligence artificielle pour produire cette image. Cultiver le doute et l'échec plutôt que les certitudes. On disait tout à l'heure, les intelligences artificielles sont pétries de certitudes. Elles ne disent quasiment jamais « je ne sais pas ». Alors que nous, on est pétris d'incertitudes. Un artiste, c'est quelqu'un qui doute en permanence. Eh bien, provoquez ce doute
avec la machine. Et surtout, garder le contrôle. Et j'aime bien l'algorithme du doute. Tant qu'à essayer de combattre la machine, essayons de changer la façon dont on va dialoguer avec ces machines. Alors bien évidemment, je parle à des artistes, je ne parle pas à des administratifs, je ne parle pas à des juristes. Un juriste ne doit pas avoir de doute. Un juriste a besoin de réponses justes, absolues pour pouvoir répondre. L'artiste, lui, face à l'intelligence artificielle, c'est tout le contraire. Il a besoin même de se dire, tiens, est-ce que ce que la machine appelle une erreur, c'est pas le début de quelque chose? Est-ce que c'est pas le début d'une démarche artistique? Faites de l'intelligence artificielle votre assistant, pas votre maître. Alors, comment est-ce qu'on peut se servir de l'intelligence artificielle quand on est un artiste? Pareil, c'est des choses qu'on verra. D'ailleurs, Samuel parlera cet après-midi de l'art du prompt. Le prompt, c'est quoi? C'est un terme scientifique presque pour parler d'un dialogue avec une machine. C'est ce lien entre je vais lui donner une instruction extrêmement précise pour avoir un résultat le plus juste possible. Sauf que dans notre cas, on ne veut pas des résultats précis. Donc, comment est-ce qu'on apprend à dialoguer avec la machine pour pouvoir avoir comme résultat des choses incertaines qui vont alimenter notre art? D'un autre point de vue, la machine, elle est capable de faire plein de choses que vous n'aimez pas faire. Si vous êtes un peintre, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'écriture. Parler, écrire quelque chose sur votre blog ou sur vos réseaux sociaux pour parler de votre art, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Par contre, une intelligence artificielle, en dialoguant avec elle, elle va pouvoir nous sortir une interview comme si on avait été face à un journaliste. Et le résultat, puisque c'est bien nous qui aurons dialogué avec cette machine, le résultat pourrait être très intéressant d'un point de vue rédactionnel. Ça ne va pas vous transformer en écrivain, mais ce n'est pas le but. Ça va vous soulager de certaines choses qui ne vous intéressent pas forcément. Si vous êtes un auteur et que vous voulez écrire une biographie ou un livre historique, bien souvent on amasse énormément d'informations et on va passer des semaines à extraire de toutes les archives qu'on a trouvées des dates, des lieux, des événements. L'intelligence artificielle peut vous aider dans cette démarche-là. Elle va être en capacité de sortir toutes les dates qu'il peut y avoir dans tous les documents que vous avez intégrés. On verra d'ailleurs demain une démarche, et c'est pour ça qu'on parle aussi de design narratif, comment est-ce qu'on peut exploiter l'IA pour pouvoir aller plus vite sur certaines opérations. Imaginez un fichier où vous avez des milliers de pages dans lesquelles il y a plein de lieux. Et ces lieux, vous n'avez pas trop le choix de lire chaque page, dire tiens, là c'est marqué cathédrale de Rouen, hop, cathédrale de Rouen, je vais chercher sur Google Maps, je vais mettre un point sur cette carte et faire ça avec des milliers de lieux. C'est peut-être rébarbatif, c'est utile pour votre démarche, mais ça sera peut-être pas, ça sera beaucoup de temps perdu auquel vous ne pourrez pas consacrer éventuellement. Ce que vous êtes en train de réaliser, c'est écrire une biographie. Et des exemples comme ça, on en a plein. On a parfois du mal à formuler une idée, à clarifier une intention. Eh bien, en dialoguant avec l'intelligence artificielle, on peut faire des séances de brainstorm qui vont nous permettre de sortir des choses parfois étonnantes. Si vous faites, moi personnellement, je fais du brainstorm avec mes équipes et avec l'intelligence artificielle. Et c'est intéressant de voir les différentes versions
qui vont en sortir. Mais un brainstorm, c'est quoi? Est-ce qu'on cherche une réponse juste? Ou est-ce qu'on cherche aussi plein de choses qu'on ne veut pas? Et c'est peut-être là aussi que ça devient extrêmement intéressant, c'est que moi j'ai besoin de voir ce que je n'aime pas. Donc, faire par une intelligence artificielle plein de pistes inutiles, c'est bien utiliser et exploiter la machine, alors que votre collaborateur, si vous lui dites, bah tiens, fais-moi 36 versions de, si vous êtes designer de mode et vous dites, fais-moi les 36 couleurs de cette tenue parce que je ne sais pas laquelle je veux choisir, bah, au bout d'un certain temps, il va dire, ça suffit là maintenant, tes histoires, tes essais, décide-toi. L'intelligence artificielle, elle dira jamais, j'en ai assez. Elle peut vous faire des centaines de variations. Et ça va vous permettre d'éliminer, de trouver les pistes et peut-être d'aller plus loin. Ne vous contentez pas de l'intelligence artificielle générale, conventionnelle. Allez déstabiliser la machine en introduisant peut-être des paramètres complètement absurdes. C'est extrêmement intéressant de déstabiliser une machine, je vous le garantis. Ça devient même quelque chose d'excitant. Analyser vos archives, c'est comme je le disais par exemple tout à l'heure, nous on a fait l'exercice avec un livre, il fallait faire un livre sur les 30 ans d'une entreprise. Pour faire un livre sur les 30 ans d'une entreprise, il faut rassembler plein d'archives, des vidéos, des coupures de presse, des articles, etc. Vous avez une masse d'informations. Un auteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout ça, il va s'enfermer dans son chalet et il va faire comme dans les films, vous savez, il met des post-it au mur, des fils dans tous les sens, etc. Et il va passer un temps fou à analyser tout ça avant de faire son métier d'écrivain. Bah, l'intelligence artificielle, vous lui donnez tout ça, elle est capable de vous sortir, comme je disais tout à l'heure, toutes les dates de manière chronologique, quel que soit l'endroit où c'est, un morceau dans une vidéo, un autre bout dans un fichier PDF, un troisième dans un article. Et mon auteur, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a vu, ok, les dates, ok, qu'est-ce qui s'est passé en 1998? Ah, tout ça, il s'est passé. Et donc, il a pu voir aussi les éléments manquants. Il s'est dit, bah tiens, c'est marrant, il y a toute une période, 2002 à 2007, où il manque des informations. Et c'est là où il a pu créer des interviews avec les fondateurs de l'entreprise pour compléter cette information. Mais il gagnait un temps phénoménal dans la construction de l'arc narratif, simplement parce que la data, les données, les informations, elles étaient facilement disponibles. Et quand on cloisonne cette information dans un endroit bien précis, qu'on l'offre pas à ChatGPT comme ça, donnant tout, d'un seul coup, ben, quand elle ne sait pas, cette fois elle dit je ne sais pas. Ce qui fait qu'on peut interroger une intelligence artificielle qui est bien fermée sur vos données, qui n'échappe pas les données à l'extérieur, mais qui va vous permettre de consolider, de tester, de faire des analyses avec vos propres archives. C'est là où ça devient extrêmement puissant et intéressant, et c'est d'ailleurs même le métier que j'ai créé. Le design narratif, vous l'avez compris, moi j'ai toujours mélangé plein de choses. J'ai mélangé le design, la technologie et l'écriture. Au fil du temps, en 25 ans de carrière, j'ai testé plein de choses. J'ai combiné systématiquement ces trois domaines. Et finalement, il y a quelques mois, j'ai synthétisé tout ça dans ce que j'ai appelé le design narratif, qui est surtout utilisé dans le jeu vidéo. Mais le design narratif, pour moi, au sens large, c'est une méthode qui permet d'organiser ce que j'ai appelé le chaos narratif. Toutes ces données qui sont éparpillées, que vous avez accumulées au fil des années, ben, toutes ces données-là, aujourd'hui, elles sont peut-être dans des cartons, dans des disques durs, sur des Google Cloud, etc.
mais elles sont éparpillées. Eh bien, le design narratif permet justement de rassembler tout ça et aidé par l'intelligence artificielle, ça permet d'organiser tout ça. Et designer, c'est rendre disponible des choses complexes de manière simplifiée. Ça, c'est le terme initial du design. Eh bien, dans le domaine de la narration, c'est ce que moi je prône. Et ça ressemble à quoi, le design narratif? C'est s'appuyer sur le passé. On a plein de choses qui sont autour des anecdotes, des témoignages. On dit toujours les anecdotes, c'est anecdotique. Alors que les anecdotes, c'est essentiel. Quand vous parlez de votre travail, quand vous échangez avec des gens, vous allez souvent raconter un bout de votre histoire. Eh bien, ces bouts d'histoire, c'est ce qui fait votre essence même, l'essence même de votre art. Si vous avez décidé de faire de la peinture, c'est pas parce qu'à l'école on vous a dit toi tu seras peintre. Si vous avez décidé de faire de la musique, il y a un morceau de votre histoire qui a déclenché cette intention. Eh bien, ça c'est le passé. Le design narratif permet d'identifier à travers toute cette histoire tout ce qui est intemporel, ce qu'on appelle la raison d'être, la mission, la vision que vous avez. Je le fais surtout pour des entreprises qui ont besoin de s'appuyer là-dessus pour pouvoir trouver une direction stratégique, mais les artistes ont les mêmes valeurs. Ils ont un certain nombre de valeurs qui fait que un artiste a décidé de s'engager, parfois dans une voie artistique de revendication. Certains vont plus vouloir montrer le beau, d'autres vont vouloir dénoncer un certain nombre d'injustices. Les courants d'art sont multiples, mais le narratif en fait pleinement partie. Ensuite, le design narratif permet, à travers l'intelligence artificielle, en réutilisant tout ça, de se dire, ok, aujourd'hui je suis un artiste, il faut que j'utilise les réseaux sociaux, mais j'aime pas ça. J'aime pas publier des choses, j'aime pas écrire. C'est pas mon... le design narratif, une fois qu'il a extrait toute cette information, une intelligence artificielle, elle peut écrire vos contenus régulièrement parce que les réseaux sociaux réclament des contenus réguliers pour exister. Oui, mais on ne va pas vous transformer en community manager, on ne va pas vous transformer en spécialiste des réseaux sociaux, ce n'est pas votre objectif. Donc, l'intelligence artificielle peut vous aider à mettre tout ça en place. Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est projeter vers le futur. On fera d'ailleurs un exercice demain à travers ça, c'est quoi le futur de l'art? Faire cette projection en se disant qu'il y a 3 futurs possibles. Il y a le futur qu'on craint, il y a le futur qu'on désire, et il y a le futur le plus probable, qui est souvent la moyenne des deux. Si on se projette et qu'on essaye d'imaginer, ok, c'est quoi le futur dans mon domaine? C'est quoi le futur de mon parcours? Ça permet de voir surtout ce qu'on ne veut pas. Et c'est bien souvent là où ça devient extrêmement intéressant. Alors, comment s'en sortir dans tout ça? Je le disais tout à l'heure aussi. Comment est-ce que je fais pour ne pas me faire dépouiller de mes créations par les LLM? Comment est-ce que je vais exploiter le potentiel de l'IA dans mon quotidien et mes tâches rébarbatives? Comment je vais faire ça simplement? Parce que vous n'avez pas que ça à faire non plus. Passer des heures et des heures à comprendre l'intelligence artificielle. Comment est-ce que je vais faire pour voir des résultats rapidement? Comment est-ce que je vais enregistrer ma démarche et comment je vais gagner du temps sans changer de métier? Parce que parfois, quand on est un peu comme moi, ou Samuel, un peu des geeks, chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort, on va le tester. On aime ça, nous, tester des nouvelles choses.
Et quand on fait attention et quand on commence à voir qu'on y passe un temps fou, bah, c'est là où on se dit ok, maintenant je me concentre sur quoi. Une fois que j'ai compris comment fonctionne une machine, de toute façon ça va être la foire. Hein, les prochaines années, il ne faut pas se leurrer, hein. C'est la course. Une fois c'est Google qui sort un nouveau truc, 4 jours après c'est OpenAI qui annonce une nouvelle révolution, et puis tous les titres c'est ça y est, OpenAI a tué Photoshop. Ensuite, ah bah tiens, Adobe a tué OpenAI, et puis ainsi de suite. Si on fait que ça, si on ne passe son temps qu'à observer ce que fait l'intelligence artificielle ou ce qu'on fait dans le domaine de l'intelligence artificielle, bah, on ne fait plus ce qu'on aime faire. Et c'est pas vraiment le but. J'attends avec impatience de voir ce que l'intelligence artificielle va pouvoir extraire de mieux et pas juste la dernière prouesse de OpenAI, c'est de vous sortir un réseau social que de vidéos générées par l'intelligence artificielle. Waouh! Ça, c'est du progrès. Faire en sorte que vous envoyez votre photo à OpenAI, il va l'utiliser, il va vous faire un deepfake de vous en train de faire des choses amusantes. Mais en faisant ça, vous lui donnez vos informations biométriques. Et un danger qui n'est pas aujourd'hui vraiment mis sur le devant, c'est qu'ils récupèrent même votre visage, donc ils peuvent en faire ce que vous voulez. Et donc les deepfakes, on les voit de plus en plus partout. Pour l'instant, on trouve ça amusant. Quand on finit dans une vidéo porno, c'est un peu moins fun. Tous les ados qui commencent à s'amuser avec ça, et qui dans quelques temps vont se retrouver dans des vidéos compromettantes où on ne saura plus si c'est vrai ou si c'est faux, vont se retrouver face à des vraies problématiques. Mais, et c'est là où le coup de Sam Altman est génial, c'est qu'en fait, lui, il est en train de créer une deuxième partie de tout ça. C'est qu'en fait, il a créé une caméra qui est capable d'authentifier les humains. En fait, ce que Sam Altman est en train de préparer, c'est la base de données de tous les humains, et donc il faudra que vous ayez votre carte d'identité mondiale validée par OpenAI pour dire si c'est bien vous ou si c'est un fake. Et ça, j'en ai très peu entendu parler. Mais il est en train de construire ça, et vous pouvez déjà vous inscrire, sauf que là, ce sera avec vos données biométriques. Wow. Mais qui détiendra cette base de données mondiale? Et qui pourra en faire ce qu'il veut? Je vous laisse répondre. En conclusion, à chaque nouvelle révolution, notre monde change. Et les artistes sont toujours mis à contribution sur l'observation de ces changements. On se dit, et on parle beaucoup de métiers qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle. Mais par contre, ça crée aussi plein de nouvelles opportunités, de nouvelles visions du monde. Et ces mutations technologiques, si on sait comment elles fonctionnent, si on n'en a pas peur, parce qu'on sait justement quelles sont ses limites, bah, l'artiste, je pense que c'est même celui qui va être le plus en phase avec l'intelligence artificielle, non pas juste pour l'exécution, puisque si vous êtes peintre, si vous êtes dessinateur, vous avez compris que générer une image par l'intelligence artificielle ne va pas vous permettre de vendre très cher vos œuvres. Par contre, interroger l'intelligence artificielle, exploiter son potentiel à travers ce que vous êtes en tant qu'artiste, ça va vous permettre d'aller plus loin. D'ailleurs, demain, ce que je vous propose avec Samuel, c'est justement d'interroger tout ça, parce que en se projetant vers le futur, on peut imaginer ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Et c'est peut-être ça la conclusion de cette conférence. Merci.